Épisode spécial aujourd'hui, c'est la 50e et on va faire une FAQ, foire aux questions. J'ai réussi à récolter, on va dire, plusieurs questions. Alors, vous n'avez pas été non plus des milliers à m'envoyer des questions, on va être honnête. J'ai reçu à peu près 17 questions, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai regroupé en 10 questions. Il y a plusieurs questions qui se ressemblaient, entre guillemets, donc je les ai regroupées, ce qui va nous faire un épisode où j'ai 10 questions, 10 problématiques que vous avez, et je vais essayer d'y répondre justement dans cet épisode. Et aussi, je vous renverrai aussi peut-être vers d'autres épisodes qui vont venir compléter ce que je vais vous dire ici. Pensez à vous abonner au podcast, ça nous fait vraiment du bien, ça nous aide à le faire vraiment progresser dans l'algorithme. Pensez également à lui mettre une note de 5 étoiles si vraiment vous apprenez des choses, et pensez aussi à le partager autour de vous. C'est super intéressant. Et en plus, vous êtes plus de 90%, je crois, à écouter le podcast sans être abonné, que ce soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Et nous, ça nous fait vraiment progresser dans l'algorithme et ça nous fait vraiment plaisir. Sans plus attendre, on va regarder donc les 10 questions que vous m'avez envoyées. Donc ça va être quelque chose d'un peu différent. On va pas faire de grands thèmes philosophiques sur le temps, l'organisation, pas de voyage dans la psychologie des profondeurs comme l'épisode d'ailleurs qui suivra ce 50e, donc qui sera le 51e, vous allez voir. Ça va être intéressant le prochain épisode. Bref, je vais je vais vous répondre plutôt aux questions le plus concrètement possible avec des tips qui vont être activables. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi, et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Question numéro 1. Vous étiez plusieurs à me l'envoyer, celle-là. J'ai essayé plein de méthodes, mais je reviens toujours à mes vieilles habitudes au bout de 2 semaines. En gros, comment je fais pour que ça tienne? Alors, je vous l'ai dit, ça, c'est une question que j'entends le plus souvent quand je coach des personnes sur l'organisation, sur la gestion de temps. C'est que les personnes ont essayé plein de trucs. Ouais, mais moi, j'ai déjà essayé ça, mais ça marche pas, etc., etc. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Si aucune méthode ne tient, le problème, c'est probablement pas la méthode. Toutes les méthodes marchent. Et j'insiste et je le répète, toutes les méthodes marchent. J'ai consacré plusieurs épisodes qui parlent un petit peu de ça. L'épisode notamment sur la relation au temps et où on traque le goulot d'étranglement. Donc l'épisode 47, il y a l'épisode 46 aussi où on parle du système qui mange votre organisation. Bref, il y a plusieurs épisodes, je ne vais pas vous faire la liste ici. Je vous laisserai regarder, mais en tout cas, la conclusion, elle est claire. On ne peut pas changer durablement sa façon de gérer son temps ou son organisation, évidemment, sans d'abord comprendre sa relation au temps, sur ses croyances, sur ses drivers, on s'appelle les drivers inconscients, les pilotes clandestins aussi on peut les appeler, en gros qui sont des schémas automatiques qu'on a depuis qu'on est né, puisqu'on est conditionné d'une certaine façon. À partir du moment où vous ne connaissez pas ça, vous aurez beau essayer tout ce que vous voulez, ça ne tiendra pas dans le temps. Une méthode qui ne tient pas 2 semaines, c'est presque toujours une méthode qui a été plaquée sur un fonctionnement qu'on n'a pas pris le temps de comprendre. C'est comme si, en fait, je vous disais de chausser des chaussures à la bonne pointure sans regarder si c'est le pied droit ou si c'est le pied gauche, en fait, si vous voulez, d'accord? Bien que très longtemps, dans les armées, et très longtemps même, les gens il n'y avait pas de différence entre pied droit et pied gauche. Si je dis pas de bêtises, je crois que les premiers à avoir fait ça, c'est dans l'armée de Napoléon, il me semble. On a mis des bottes d'armée pour les pieds droits et pour les pieds gauches. Mais avant, je crois, à vérifier, les fact-checkers, à vérifier, mais il me semble qu'il n'y avait pas de pied droit, pied gauche. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que si ça ne tient pas, c'est que ça ne vous convient pas. Alors, il y a plusieurs choses. Soit ça ne vous convient pas, soit vraiment vous faites vraiment pas d'effort. Parce que, évidemment, quand on veut changer aussi sa manière de fonctionner, il faut avoir l'état d'esprit, il faut être prêt à le faire. Et il y a aussi quelque chose que je remarque. C'est exactement comme ceux qui se disent tiens, maintenant je vais me mettre au régime, faire du sport, etc. Ils s'y mettent à fond pendant une semaine. Alors, ils n'ont jamais fait de sport et ils s'y mettent à faire 4-5 fois de sport par semaine. Ils mangent rien, etc. Enfin, ils sont hyper stricts. Puis à un moment donné, ils explosent parce que en fait, c'est trop brutal. Donc le changement, il doit aussi se faire en douceur.
faites-le en douceur. Donc, il y a 2 choses. Soit c'est votre état d'esprit. Vous n'avez pas vraiment envie de changer et du coup, ça vous gonfle quand il n'y a pas les résultats tout de suite. Soit parce que vous faites des changements trop brutaux d'un coup, il faut y aller un peu plus étape par étape. Soit parce que vous avez calqué une méthode copier-coller qui ne correspond pas, pardon, à votre réalité de vie, d'accord, qui ne correspond pas à votre niveau d'énergie, qui ne correspond pas à votre façon de fonctionner. Et très souvent, c'est un de ces trois-là. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez ce problème-là, on se fait un petit rendez-vous coaching, pas de problème. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous donner un petit tips. Donc avant d'essayer une nouvelle méthode, posez-vous 3 questions. Qu'est-ce qui a fait flancher les méthodes précédentes? Mais concrètement, ok. À quel moment exact est-ce que j'ai vu que j'ai décroché? Et qu'est-ce que ce moment-là, ça révèle sur mon rapport au temps? Besoin de perfectionnisme, difficulté à dire non, résistance à la routine, etc. Les réponses à ces questions, ça vaut plus que n'importe quelle nouvelle application. Donc vraiment, je le répète, toutes les méthodes fonctionnent. Le problème, c'est que très souvent, on empile ces méthodes-là. On ne les ajuste pas par rapport à notre réalité de vie. Et pour ça, il faut comprendre notre relation au temps, nos croyances par rapport au temps, à notre organisation et tous les schémas automatiques qu'on a en nous en fait depuis la naissance. Donc vraiment, posez-vous ces 3 questions-là. Et si jamais aussi vous avez l'impression que c'est parce que vous en avez trop fait d'un coup, eh ben, supprimez au fur et à mesure des choses. Donc allez-y piano, jusqu'à ce qu'au bout d'un mois, vous puissiez en fait faire des changements sans que ce soit une contrainte pour vous. C'est ça en fait le truc. À partir du moment où vous ajoutez une pièce et que vous voyez que merde, là ça vous fait une vraie contrainte, enlevez-la. Si tout se passait bien avant. Et c'est comme ça qu'on ajuste au fur et à mesure. Et je vous rappelle, hein, rien n'est figé dans le temps. C'est-à-dire que ce qui vous convient à 25 ans ne vous conviendra peut-être pas forcément à 30 ou à 35 ans. Ok. Voilà pour ça. Question numéro 2. Je suis tout le temps... Ah oui, ça aussi. Je suis tout le temps interrompu au travail. Comment je protège mes plages de concentration sans passer pour quelqu'un d'inaccessible? Alors ça, j'en ai eu plusieurs. Je l'ai résumé, cette question-là. Mais c'est aussi, voilà, je travaille de chez moi, je suis tout le temps interrompu, mes enfants, etc. Alors, si je parle déjà, bon, la peur de passer pour inaccessible, c'est une des raisons aussi pour laquelle les gens ne protègent quasiment pas leur temps. Et ça, c'est lié aussi à votre driver faire plaisir. Il y a une partie de notre disponibilité, en fait, qui n'est pas fonctionnelle. C'est une partie qui est plutôt sociale, c'est-à-dire qu'on veut être vu comme réactif, comme disponible, comme quelqu'un qui est sympa, quoi. Le problème, c'est que la réalité, c'est que dans la grande majorité de ces environnements de travail, notamment, une réponse dans l'heure, c'est perçu exactement comme une réponse dans les 5 minutes. Donc la différence que vous imaginez dans leur perception des autres est beaucoup plus grande que la différence réelle. C'est-à-dire que personne ne vous en voudra si vous mettez 1 heure à répondre. Et vous avez dans votre tête l'impression qu'il faut mettre 5 minutes à répondre. Ensuite, interrompu. Déjà, couper les notifications. Alors ça, je rentre dans les tips, mais si vous êtes interrompu, c'est quoi qui vous interrompt? Est-ce que c'est vos collègues? Est-ce que c'est des notifications de téléphone? Est-ce que c'est vos enfants, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc déjà, si vous êtes interrompu par des gens qui viennent dans votre bureau, etc. à chaque fois, il y a une façon très simple de faire, c'est de fermer la porte, en fait, tout simplement, et de mettre un casque. Basta. Vous êtes dans votre bureau, vous fermez la porte, les personnes qui doivent rentrer doivent obligatoirement frapper. Si vous ne répondez pas, peu importe. Mettez un casque pour montrer que vous êtes occupé. Ça va avoir des choses. Et si quelqu'un rentre, quand même, dans votre bureau, dites-lui, là je peux pas, je suis occupé. Et vous dites-lui de repasser plus tard. À un moment donné, je travaille dans une entreprise, et le patron, quand il avait sa porte ouverte, c'est qu'on pouvait venir lui parler, lui demander des choses, etc. Quand il avait sa porte fermée, c'est qu'il avait la porte fermée, il était occupé, personne ne dérangeait. Et ceux qui travaillent chez eux, c'est pareil. Si vous avez des enfants ou quoi, c'est la même chose. Moi, mes enfants, quand ils voient que la porte du bureau est fermée, c'est que soit je suis en coaching, soit je suis en visio, soit que je bosse. Et ils savent qu'ils ne doivent pas venir me déranger, sauf urgence, évidemment. Mais sinon, ils le savent. Quand j'ai mon casque sur la tête et que j'ai même des fois la porte ouverte, ils savent qu'ils ne doivent pas venir me déranger. En général, c'est moins important que quand j'ai la porte fermée. Et ça, c'est des signaux que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez communiquer. Maintenant, si vous faites toujours interrompre par des notifications,
couper vos notifications, en fait, soit sur téléphone, sur machin. Moi, par exemple, quand je suis en mode travail, j'ai uniquement mes enfants et ma femme et mes parents qui peuvent me joindre. Basta. C'est tout. Tout le reste, non, ils peuvent pas me rejoindre. Et quand j'ai fini de bosser, mon deep work ou quoi, je réactive un autre mode sur mon téléphone. Donc vous avez plusieurs modes, faites-le. Ça, c'est hyper important. Et puis après, si vous êtes tout le temps interrompu dans votre vie, on va dire, perso, pro, mettez des limites tout simplement. Donc il faut vraiment que vous communiquiez vos plages de concentration à l'avance. Si vous bossez en équipe, dans un coworking par exemple, il n'y a pas de porte, il n'y a rien, vous mettez un casque. Vous leur dites, écoutez, quand j'ai mon casque, c'est que je ne suis pas disponible, il ne faut pas venir me parler. Vous leur dites tout simplement. Et après, vous leur dites, écoutez, là, je vais bosser pendant 2 heures, je sais pas moi, de 10h à midi, là, il ne faut pas venir me déranger. Tout simplement. Comme ça, vous rendez aussi votre disponibilité prévisible. Et ça, c'est pas la même chose. Et vous allez voir qu'en fait, ce sera beaucoup moins conflictuel, que ça va passer crème et que vous aurez moins de rumination par rapport à ça et tout se passera très bien. Et je vous assure, moi, c'est ce que je fais. Et il n'y a personne qui me fait la gueule et il n'y a personne qui me dit ouais, mais c'est un connard, etc. Non. Ça se passe très, très bien. Question numéro 3. Ah oui. J'ai une to-do list de 50 tâches et je ne sais jamais par où commencer, comment je priorise vraiment. Ça remonte à l'épisode 8 où j'ai mis comment gérer les priorités, les bases pour gérer les priorités. La to-do list, je voulais faire un épisode dessus, je ne l'ai pas fait. Je verrai si j'en ferai un dans la saison 2. Parce que c'est un peu complexe à expliquer sans visuel en podcast. Mais déjà, une to-do list qui a 50 tâches, c'est pas bon du tout. C'est un inventaire en fait le truc. Hein. Et un inventaire, évidemment, ça ne se priorise pas. C'est simplement là pour recenser les choses. Donc là, on oublie tout ça. Le problème avec ces fameuses longues listes, c'est qu'elles créent une charge cognitive qui est permanente parce que chaque tâche qui est non cochée, ça va rester active en arrière-plan. Comme on l'a vu dans l'épisode aussi du système qui vous mange, ok. Ça va diluer l'importance dans le flux des tâches urgentes et qui sont complètement inutiles. Donc, la priorisation, c'est pas de faire un exercice de tri des tâches, c'est surtout un exercice de clarté sur ce qui compte vraiment. Et cette clarté-là, elle ne vient pas de votre liste, elle vient d'une question que vous devez vous poser avant de regarder la liste. Vous devez, chaque matin, ou même chaque soir, moi en général, ce que je conseille, c'est la veille, ou avant d'ouvrir votre to-do list, vous devez écrire sur une feuille la réponse à une seule question. Si je ne fais qu'une chose demain, aujourd'hui si vous le faites le jour même, et que tout le reste tombe à l'eau, qu'est-ce qui fera que cette journée aura compté? Une seule chose. Et puis faites-la en premier, avant de traiter quoi que ce soit d'autre. Et là, vous allez voir que votre liste des 50 tâches, elle peut attendre. Et que cette chose-là, elle ne peut pas attendre. Moi, ce que je vous conseille ici, déjà la première chose, il faut comprendre la différence entre tâches et actions. Les tâches, c'est un ensemble d'actions. Par exemple, je prends toujours cet exemple-là pour ceux qui m'écoutent régulièrement. Je vais prendre l'exemple ici d'une vidéo YouTube que je connais très bien, parce que j'ai 2 chaînes YouTube, donc je connais exactement le temps que ça prend. Si vous vous dites, ok, dans ma journée, je vais tourner une vidéo pour ma chaîne YouTube, et je vais la mettre en ligne et tout, et puis je vais également répondre aux mails, et puis je vais aussi faire 2 coachings clients, etc. En fait, vous n'arriverez jamais à terminer votre journée, parce que la tâche, faire la vidéo YouTube, elle regroupe tellement d'actions qu'en fait, une journée, ça ne suffira presque pas. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez votre setup, il faut que vous mettiez la SD card dans la caméra, il faut que vous préparez la lumière, le machin, etc. Ensuite, il va falloir le script. Et puis après, il va falloir tourner. Et après, il va falloir enregistrer, il va falloir dérusher, il va falloir exporter, etc., etc., etc. Il va falloir mettre en ligne, faire la miniature, blablabla. En tout, ça vous prend à peu près 7 heures. Une journée, quoi. Donc si vous avez prévu en plus 2 heures de coaching, si vous avez prévu d'aller au sport, si vous avez prévu de faire je sais pas quoi, et bien forcément vous allez dire j'ai pas eu le temps de faire ma to-do list, j'ai pas avancé, du coup je reporte le lendemain, etc. Et c'est comme ça que les tâches elles s'accumulent. Donc non. Au lieu de faire des listes de tâches, faites-moi des listes d'actions. Et vous ventilez ça sur la semaine. Donc si vous voulez faire votre vidéo YouTube, vous pouvez vous dire ok, le lundi je fais ma vidéo YouTube pour qu'elle sorte le jeudi par exemple. Mais vous savez que le lundi vous faites que ça. Ou sinon, vous allez dire, voilà, ma vidéo YouTube, le setup, ça me prend 10 minutes à préparer, je prépare ça le lundi. Et puis le mardi, je vais faire le script et je vais tourner. Et puis je vais faire le montage et l'export le mercredi pour que ça sorte le jeudi, par exemple. Ok, vous ventilez ça. Et c'est comme ça que vous n'aurez
jamais de tâches jamais terminées. Vous n'aurez surtout pas de liste de tâches de 50 tâches. Parce que quand vous connaissez le temps de chaque action, vous pouvez mettre dans votre feuille, vous notez, ok, de telle heure à telle heure je fais ça, ça me prend X temps. Après, je peux aller faire mes 2 heures de coaching, ça me prend X temps, etc., etc., etc. Et pareil, quand vous faites vos listes de tâches, si vous devez faire des déplacements chez les clients, comptez le déplacement dans le temps imparti, tout simplement. Donc, vraiment, ce qui est très important, c'est que la veille, vous regardez ce que vous devez faire pour le lendemain, vous choisissez une tâche, et en général, on dit 3 tâches prioritaires, 3 tâches impactantes pour votre business, si c'est professionnel, ok? 3 tâches impactantes. Tout le reste, vous en foutez. Question numéro 4. Ah oui. Je procrastine surtout sur les tâches importantes. Ah oui, ça, je l'ai eu pas mal de fois aussi. Parce que vous pouvez me poser plusieurs questions. Les petites, je les fais tout de suite. Comment j'inverse ça? Alors, est-ce que déjà, il faut inverser? Pas forcément. En fait, ce qui est décrit là, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que les petites tâches en priorité, c'est pas de la procrastination au sens classique. C'est quelque part, on dit ok, ça me prend pas de temps, c'est petit, je le fais tout de suite. Les petites tâches en général sont confortables parce qu'elles sont claires, elles sont bornées, elles sont terminables rapidement. Donc, ok. Alors que les tâches importantes, elles sont souvent floues, elles sont longues, vous allez peut-être vous exposer, c'est des projets, etc. Et ça implique vraiment de s'engager, de produire quelque chose qui sera vu, qui sera évalué, qui sera jugé, et ça vous demande aussi de faire des efforts. Alors ici, c'est la méthode des petits pas qu'il faut faire, tout simplement, pour éviter ce fameux effet falaise. C'est-à-dire que, très souvent, moi, les tâches qui sont rapides à faire, ok, allez, je les fais tout de suite, comme ça, c'est fait. Ou en tout cas, je les réserve dans mon agenda, il y a un bloc de temps, tâches rapides, et je les fais. Très souvent, j'aime bien les faire le matin, quand c'est pas des trucs super chiants, répondre à 3 mails, etc. Voilà, bon. Et après, par contre, quand j'ai des gros projets, quand j'ai des grosses tâches à faire, des tâches qui sont importantes, qui peuvent être chiantes aussi, qui peuvent être stressantes, je les fais tout de suite. Je bouffe le crapaud tout de suite. Comme ça, j'en suis débarrassé. Et plus le projet est gros, et plus j'avance petit pas par petit pas, échéance par échéance. C'est très, très important. Comme quand on gravit l'Everest, je prends souvent cet exemple au départ, on s'entraîne dans la montagne, dans les Alpes par exemple. Ensuite, on va aller au Tibet ou au Népal. On va s'acclimater au premier village qui est un peu en altitude, etc. Puis après, on va rester pendant 1 mois. Puis après, on va s'acclimater pendant 1 mois au camp de base numéro 1, etc. Au camp de base numéro 2, et après, on va à l'Everest tout de suite. On va jamais du premier coup. Et bien là, c'est exactement pareil, étape par étape. Quand vous voyez un gros truc qui arrive, ok, vous dites, je vais découper ça en plusieurs petits projets. Ok. Et quand c'est des tâches qui sont importantes et qui sont stressantes, faites-les tout de suite. Faites-les tout de suite, comme ça vous êtes débarrassé. Et basta. Donc, vraiment, identifiez aussi la tâche importante du lendemain. Et, faites-le la veille, au soir. Et puis, vous pouvez la découper, pareil, en première action de 25 minutes, par exemple, en faisant un petit pomodoro de 25 minutes. Vous pouvez évidemment aller à 50 minutes, 60 minutes, en fonction de la tâche que vous avez à faire. Ok. L'idée, c'est que ce soit pas effrayant. C'est pour avancer. D'accord? C'est vraiment important. Alors, question numéro 5. Je vois que le temps avance. J'ai du mal à dire non sans culpabiliser. Comment je pose des limites sans allumer les relations? Bon, là, on est typiquement dans le fait plaisir. La difficulté à dire non, c'est presque toujours lié à ce fameux driver inconscient dont on a parlé notamment sur la relation au temps. Donc, c'est ce fameux driver fait plaisir. Si ce driver, il est présent chez vous, ça veut dire que votre cerveau, il a appris très tôt que la valeur dépend de votre disponibilité pour les autres. Et donc, dire non, du coup, ça active une sorte d'alarme intérieure qui vous dit, en gros, si je refuse, je vais perdre quelque chose d'essentiel dans la relation. On va dire que je suis un salaud, que je suis pas sympa, etc., etc. Donc ça, c'est une croyance, évidemment, c'est pas une réalité. Évidemment, il y a des gens qui peuvent le penser, mais c'est leur propre perception à eux et c'est leur propre problème à eux. Donc la réalité, c'est que les relations solides, vous inquiétez pas, elles supportent très bien le non. Ce qui les abîme en revanche, c'est de dire oui à chaque fois, à contre-cœur, de suivre un engagement qui va être mal tenu, d'une frustration, voilà. Et à un moment donné, vous allez ruminer, ça va vous faire chier, vous dire, ouais, de toute façon, moi je fais toujours ça, nanana, nanana, et puis là, ça peut être hyper chiant. Donc moi, ce que je vous conseille là-dessus, c'est de remplacer le non. Voilà, je vous dis pas de dire, non, je t'aiderai plus jamais, etc. Mais je vous donne des alternatives, c'est-à-dire que ça, je peux pas le faire. En revanche, je peux faire ça.
Ah bah non, aujourd'hui, je peux pas te voir, mais par contre, on peut éventuellement se voir lundi prochain. Ok. Euh, ou alors, dans le monde pro, ah bah là, je peux pas assister à cette réunion. En revanche, je peux lire le compte rendu et te donner mon avis d'ici demain soir. Ou quand quelqu'un vient vous voir, vous êtes au bureau. Ah tiens, tu peux me faire ça tout de suite, ah, tout de suite là? Bah écoute, non, je peux pas te le faire tout de suite. Par contre, dans 20 minutes, ouais, je peux te le faire. Ou sinon, ou alors, sinon, vous pouvez dire aussi, ah ben là, je peux pas te le faire. T'as pas quelqu'un d'autre qui peut le faire? Tu vois, vous inquiétez pas, ils vont trouver une solution. Tout simplement. Donc, proposer des alternatives, il n'y a aucun problème. Question numéro 6, je me sens coupable dès que je fais rien. Ah oui, ça je l'ai. Ok. Comment j'apprends à me reposer sans cette culpabilité? Alors évidemment, ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que cette culpabilité, c'est une des conséquences les plus directes euh, dans ce que on appelle aussi derrière le burn-out. C'est-à-dire que quand on, c'est-à-dire que quand votre identité elle est construite autour de l'action de l'occupation, notamment le soi fort, donc le fameux driver encore. Vous voyez pourquoi je vous dis que c'est hyper important de connaître un petit peu ça. Et ben le repos, ça ressemble quelque part à une perte de temps, à une trahison. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, machin. Et puis si j'arrive pas, notamment quand on lance son activité aussi, on va se retrouver avec. Des fois, on va se dire, bah, tiens, je fais une pause, et puis, ah, mais toi, tu t'es posé là, t'as fait une sieste, mais c'est pour ça que tu n'y arrives pas. De toute façon, le mec, il fait des siestes toutes les 2 heures, machin, nanana, il va se balader et tout. C'est normal que ça marche pas, son activité. Il y a tout ça qui rentre en compte. Euh, Et donc, ça, c'est, c'est un vrai bordel. Donc, en fait, comment pas le culpabiliser? Bah, simplement, c'est qu'il y a un rythme biologique, il y a une dimension biologique là-dedans. Euh, on peut le voir dans les cycles circadiens. Donc le repos, c'est pas une pause dans la productivité, c'est justement une condition de la productivité. Le cerveau, il consolide, il intègre, il crée pendant les phases de repos, donc c'est pas du temps de perdu, c'est du temps qui est, on va dire, différemment actif, comme aller marcher, comme aller prendre l'air, etc. Ça vous permet de vous régénérer, ça sert à rien de rester devant l'écran, par exemple, ou de faire un truc et que vous voyez que vous avancez pas et vous dites bah, je reste là parce que bah, je veux pas culpabiliser. Donc ça, c'est de la connerie. En fait, le propre même de prendre son temps ou de se reposer, c'est l'essence même de la productivité en fait. C'est ce qui va vous permettre d'être plus productif. Donc vraiment, redéfinissez le repos comme une tâche, pas comme une absence de tâche. Inscrivez-le dans votre agenda s'il y a besoin, avec le même sérieux qu'une réunion, c'est-à-dire que c'est un non négociable. Ça peut être un repos actif, ça peut être 30 minutes tranquillou, ça peut être pas d'écran, ça peut être juste allongé, fermer les yeux, ça peut être de la méditation, ça peut être aller marcher, prendre l'air, etc. Peu importe. À partir du moment où c'est planifié dans votre agenda, vous allez le faire et votre cerveau, vous allez voir, ça va prendre une habitude. Et quand la culpabilité, elle va arriver, ben, rappelez-vous, ne vous arrêtez pas. Dites-vous simplement que vous travaillez autrement. Ok. Question numéro 7. Je travaille beaucoup et j'ai l'impression de négliger ma famille. Comment je trouve l'équilibre sans sacrifier ma carrière? Alors déjà, on va casser un mythe. La notion d'équilibre entre vie pro et vie perso, c'est un piège conceptuel, c'est un mythe, ça n'existe pas, parce que ça suppose que en fait les deux masses sont égales, qu'on peut y mettre une balance et ajuster. Non, c'est de la connerie. Dans la réalité, il n'y a pas d'équilibre stable. Il y a des périodes de déséquilibre qui sont temporaires, qui sont assumées, et il y a des recalibrages qui sont réguliers. Alors, en général, je pense que ce que vous appelez négliger ici la famille, c'est souvent, on va dire, moins une question de temps qu'une question de qualité de présence. Et d'ailleurs, je crois qu'on en a parlé dans l'épisode sur la coupure mentale pour les télétravailleurs, là, pour les vacances, etc. Très souvent, vous êtes physiquement là, mais mentalement absent. Donc ça, c'est la forme de négligence la plus courante et la plus invisible. Et il y a aussi le fait que ben, vous êtes toujours au boulot et vous êtes jamais à la maison. C'est les deux un petit peu qui reviennent. Enfin, c'est même les deux solutions qu'il y a. De toute façon, il y a enfin, les deux situations plutôt. Ici, il n'y a pas 36 choses à faire. Il faut que vous communiquiez avec les personnes à qui vous avez l'impression de négliger. Est-ce qu'eux aussi ils ont l'impression que vous les négligez? À partir de là, si c'est oui, bon bah ok, il faut trouver un terrain d'entente. C'est hyper important de communiquer là-dessus. Si c'est juste une perception de votre part, bon bah ok, vous pouvez continuer comme ça. À partir du moment où vous êtes aligné, évidemment. Donc ici, ce qui est important, c'est de définir une heure fixe par jour qui est non négociable pour votre famille et de le protéger vraiment. Et vous protégez ça comme si c'était un rendez-vous client. Ok. Pendant ce temps, le téléphone, il est, par exemple, peut être en mode avion. Parce que ben, le travail ne compte pas, mais parce que cette heure, elle compte pour vous dans le perso.
Et à l'intérieur de cette heure, vous êtes pleinement présent. Il n'y a aucune tâche en parallèle, il n'y a aucun écran, machin, etc. Vous êtes vraiment présent. Donc après, très souvent, je prends cet exemple. À un moment donné, je devais faire des formations. Je vais créer des formations. Donc, voilà, j'avais pas mal de boulot. D'habitude, moi, je finis mes journées à 16h30, 17h. Et j'ai tous mes week-ends et je passe du temps avec mes enfants, avec ma femme, etc. Et à un moment donné, on passe souvent la soirée ensemble aussi avec ma femme. Et je savais qu'il fallait qu'après le boulot, je passe du temps avec les enfants, avec tout le monde. Et qu'à vers 21h, 22h, il fallait que je rebosse dessus pour mes formations, pour sortir, etc. C'était un déséquilibre qui est temporaire. Ça a duré 2 mois. On s'est mis d'accord, ok. On s'est quand même préservé quelques plages, évidemment, ensemble, mais c'était un vrai déséquilibre par rapport à ce qu'il y avait avant. Ça a duré que 2 mois. Si ça avait duré 6 mois, ok. Là, on n'était plus dans un problème d'équilibre, de déséquilibre temporaire, on était dans un problème d'organisation. Et c'est ça le problème. C'est qu'on confond des fois déséquilibre temporaire qui devient permanent. Donc faites attention à ça. Et ça, c'est à vous de mettre des limites. C'est à vous, dans votre état d'esprit, de dire, ok, là, de 17h à telle heure, je passe avec ma famille et il n'y a personne qui vient passer dessus. Sauf cas exceptionnel. Question numéro 8. Le week-end, je n'arrive pas à décrocher complètement. J'ai toujours un œil sur mes médias. Comment j'arrête vraiment ? Déjà, CF, la question que je viens de répondre juste avant. Donc ça, c'est un problème de porosité mentale. Donc là, l'idée, c'est tout simplement de couper tout ce qui est lié à votre boulot. Comment faire ? Moi, je vous propose une image mentale. Et je l'ai dit dans l'épisode 48, d'accord ? C'est surtout, on imagine un coffre-fort. Et dans ce coffre-fort-là, on va prendre les dossiers du boulot, on va les mettre dedans. Mentalement, on le fait vraiment, on se voit mettre les trucs, les dossiers dans le coffre-fort, on ferme le coffre-fort, ça peut être un coffre-fort à code, un coffre-fort à clé, peu importe. Et vous dites au coffre-fort, ok, je le réouvre, par exemple, si vous êtes en week-end le vendredi et que vous reprenez le lundi, ok, lundi matin à 9h, par exemple, je réouvre mon coffre-fort, mais en tout cas, il reste fermé tout le long. Et ensuite, à partir du moment où vous avez fait ça, vous pouvez mettre une musique que vous mettrez uniquement lors de ce moment-là. Lorsque vous terminez votre boulot, vous mettez cette musique-là qui donne le signal à votre cerveau pour dire « Ok, c'est la fin de la journée, tout est mentalement là-bas, j'ai tout mis les dossiers, tout est OK pour moi, et maintenant je pars et je suis 100% présent dans la nouvelle plage horaire de ma vie, donc une plage perso, une plage en famille, etc. » Voilà. Vous allez être surpris, vous allez voir à quel point ça peut être hyper puissant de faire cette image mentale là. Question numéro 9. J'ai beaucoup de projets en tête, mais je n'en termine aucun. Comment je choisis sur lequel me concentrer ? Alors ça, c'est quelque chose que je connais très bien parce que moi, j'ai beaucoup de projets. Donc ça, c'est l'épisode 51, le renoncement, le choix, choisir, c'est mourir un peu. C'est le syndrome des projets à 10%. Vous en avez 5, vous travaillez un peu sur chacun et vous avancez vraiment sur aucun. Et derrière, il y a cette dispersion, il y a presque toujours la même chose, la peur de choisir, parce que choisir, c'est fermer, et fermer, c'est renoncer à toutes les versions de soi-même, etc., qu'on aurait pu vivre avec ses autres projets. Donc voilà, tant qu'on n'a pas choisi, on peut encore croire que tout est possible. Donc ça, c'est une vraie illusion qui est confortable, elle vous coûte tous les projets. Donc là, l'idée, c'est quoi ? C'est prenez vos projets en cours, posez-vous une seule question pour chacun. Si je savais que ce projet allait échouer dans 6 mois, est-ce que je continuerais quand même parce que le chemin lui-même a de la valeur pour moi. Ok ? Et quand je parle échouer ou réussite, c'est votre propre perception. Faut que ça dépende de vous. Moi, je vous l'ai dit, le podcast ici, pour moi, c'est une réussite. Il ne fait pas des millions d'écoutes. Mais par contre, j'ai réussi à tenir 52 semaines, ce podcast. Et ça, déjà, c'est un projet en soi qui est réussi. Après, le nombre d'écoutes, les plateformes qui vont le distribuer, les partages, etc., ça ne dépend pas de moi. En tout cas, pas que de moi. Donc, je ne me prends pas la tête. Oui, mon podcast, il marche moins bien que certains autres podcasts hyper connus. Et pourtant, on n'est pas beaucoup à faire des podcasts et qui durent 52 épisodes, par exemple. Et donc, en ça, c'est une réussite aussi. Parce que c'est l'intention qui a compté, c'est l'effort que j'y ai mis. Donc ça aussi, ça peut être une réussite. Pas forcément le nombre d'écoutes, un KPI comme ça. Ok ? Et en fait, dans vos différents projets, le projet qui survit à cette question-là, donc si je savais que ce projet allait échouer dans les 6 mois, est-ce que je continuerais quand même parce que le chemin lui-même a de la valeur pour moi ?
et ben alors, ça veut dire que c'est celui qui compte vraiment. Et les autres, vous pouvez les archiver sans les abandonner. Évidemment, hein. Notez-les dans un document, projet en veille, fermez-les consciemment et libérez du coup toute votre énergie pour le seul qui reste. Et je vous ai dit, moi c'est comme ça que je fonctionne. J'ai des projets de bande dessinée, j'ai des projets de peinture, d'artistes peintres, etc. J'ai des projets d'écriture de livres, j'ai des projets sur mon organisme de formation, sur mon agence web, sur tout ce qui est coaching, préparation mentale, etc. J'ai des projets sur tout ça. Ils sont tous ouverts, mais par contre, j'en choisis un à ce moment-là et je bosse dessus à fond. Une fois que c'est fait, ok, je regarde si j'ai des plages qui se libèrent pour les autres. Ça peut m'arriver d'avoir 2-3 projets en même temps, mais j'ai des plages spécifiques qui se libèrent. Et je vous ai dit, par exemple, j'ai un projet BD, c'est 2 tomes qui sont sortis, là, qui vont sortir, ils ne sont pas encore sortis au moment où je tourne l'épisode. Mais ça fait 4 ans que j'ai 2 tomes en fait, qui sont en cours. Et dès que j'avais des petites plages, j'ai dit, ok, eh ben, je vais continuer à avancer sur ce projet-là, etc. Mais par contre, jamais ça venait prendre la place sur mon projet principal, qui était le développement notamment de mon organisme de formation. Là, pareil, le podcast, j'ai trouvé des slots de temps pour le faire. Mais je me suis libéré. Et du coup, j'ai dû renoncer, par exemple, à faire ma peinture, à faire ce genre de choses-là. C'est ça qui est hyper important. Donc, regardez bien. Et c'est comme ça que vous pouvez avancer sur plusieurs projets. Regardez ce qui compte le plus pour vous. Après, il y a toujours ces fameux filtres. Est-ce que je fais ce projet-là pour gagner de l'argent? Est-ce que je fais ce projet-là pour un truc, c'est personnel, etc. J'ai envie de vous dire, si vous avez besoin d'argent, bah, faites le projet qui vous rapporte le plus de thunes, ou le plus de notoriété, ou quelque chose comme ça, qui va avoir des vraies opportunités. Si vous avez la possibilité de choisir différents projets, sans pour autant que ce soit un choix pécunier, faites celui qui vous donne le plus envie, en fait, qui a le plus de valeur pour vous. Et dernière question, je m'organise bien, mais j'ai quand même l'impression de passer à côté de quelque chose. Est-ce que c'est normal? Non seulement c'est normal, mais c'est peut-être la question la plus importante en fait, que vous puissiez vous poser. Ça, c'est exactement le paradoxe qu'on a exploré dans l'épisode Kéros et Chronos. Je crois que c'était l'épisode 44, le temps qui tourne contre le temps qui compte. Si vous avez bien géré votre chrono, c'est-à-dire le temps qui est mesurable, qui est planifiable, qui est optimisable, peut-être que vous avez laissé peu de place au Kairos, c'est-à-dire c'est les moments de temps vécu qui ont une qualité particulière, une densité, un sens. Et donc, c'est-à-dire que votre agenda, qui est parfaitement organisé, peut être parfaitement rempli aussi par des choses qui ne comptent pas vraiment. Donc, l'organisation, c'est qu'un outil, je vous l'ai dit 50 000 fois, c'est un outil qui ne peut pas répondre à la question de pourquoi on s'organise. Et du coup, en fait, le sentiment qu'on a de passer à côté de quelque chose, malgré la bonne organisation, quelque part, c'est votre Kéros qui réclame son dû, en fait, si vous voulez. C'est le signal que la question, c'est plus comment mieux gérer mon temps, mais c'est est-ce que je vis le temps qui compte vraiment pour moi. C'est ça le truc. Donc ici, prenez une feuille et répondez à 2 questions. Et sans réfléchir, vraiment, les 2 questions. Donc, première question, c'est quels sont les 3 moments de la semaine ou la semaine dernière évidemment, où vous vous êtes senti vraiment vivant, vraiment présent, vraiment là. La deuxième question, c'est dans votre agenda actuel, est-ce que ces types de moments ont une place régulière et protégée? Si la réponse à la deuxième question, c'est non, vous avez trouvé ce qui manque. C'est pas un meilleur système, c'est simplement du temps de Kairos, intentionnel et protégé au milieu de tout le reste, tout simplement. Voilà pour ça. Les 10 questions que j'avais un peu organisées, j'en ferai peut-être d'autres parce que j'ai vu qu'il y en a qui étaient arrivés, mais bon, voilà, il fallait que j'enregistre l'épisode avant. Donc, si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces questions, je vous invite à écouter les épisodes ou à les relire parce qu'ils sont aussi retranscrits sur le site obt-gestiondutemps.com. Chaque question, normalement, trouve une réponse plus complète dans un de ces épisodes, forcément. L'épisode, moi j'aime bien sur Chronos et sur Kairos, c'est que vous avez l'impression de bien vous organiser sans vraiment le vivre. L'épisode sur la relation au temps, sur les méthodes qui ne tiennent jamais, voilà, c'est le système qui vous mange, c'est tout ça en fait. Donc prenez le temps d'écouter pendant cet été les différents épisodes, parce que cet été il y aura aussi des rediffusions, donc comme ça vous attaquerez la rentrée en septembre tranquille. Donc voilà, j'espère que ce 50e épisode vous aura plu. Il en reste 2. Et puis après, pendant l'été, ce sera tranquille. Quelques épisodes de rediffusion. Et je pense rattaquer le podcast en septembre. C'est pas encore sûr. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Parce que ça prend du temps. Et en même temps, j'adore ça.
Donc, on va voir. Puis j'ai quand même déjà pas mal traité de sujets. Donc on verra s'il y a des matières à améliorer. Je pense que je ferai certainement plus d'interviews. Je trouve que c'est hyper sympa aussi. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Passez un bel été. Et n'oubliez pas, il y a encore 2 épisodes, dont le dernier qui sera très très sympa. Ce sera une interview avec quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.